Cela fait 3 ans que j'habite dans cet immeuble situé dans le centre de Rome, pas très loin du Colisée. J'ai passé les 2 dernières semaines à l'étranger, je suis rentré mardi. Et dans ce bâtiment, comme ailleurs, la vie a radicalement changé à cause du coronavirus. Au 45 de la Via Panisperna, c'est un véritable microcosme romain. Le Tavernelle, un restaurant où j'ai mes habitudes, ferme pour 2 semaines. Sur l'affichette, ils invoquent leurs responsabilités vis-à-vis de la communauté. Le barbier, où Adriano, 90 ans, rase ses clients depuis des décennies, demeure lui aussi porte close. Seul le Barzilai, le bistrot tenu par Massimo, est encore ouvert. Pourquoi as-tu décidé d'ouvrir ? Je voulais juste faire ma part, être là pour qui veut boire un café, ou pour tous ceux qui sont venus à Rome et s'efforcent de vivre plus ou moins normalement. Mais c'est perdu d'avance. Je ne fais pas ça pour l'argent. Il n'y a pas un chat dans les rues. Mais je voulais faire un geste. Et au-delà de ça, je m'ennuie vite si je reste chez moi, à ne rien faire. La salle a été réaménagée afin de respecter un écart d'1 mètre entre chaque table. Du désinfectant est à disposition au bar. Un calme inhabituel règne dans ce lieu d'ordinaire très animé. Des gâteaux préparés par la mère de Massimo ne se vendent guère. J'espère que d'ici 15 jours, les choses se seront calmées, qu'il y aura moins de nouveaux cas et que l'on pourra tous souffler un peu. De l'autre côté de la rue, Sandro, le vendeur de fruits, a lui aussi ouvert sa boutique. On a l'impression de vivre dans un film, d'être des personnages dans un film. On se dit que c'est la fin d'une époque, qu'on entre dans une ère nouvelle. Mais on espère que celle-ci sera aussi brève que possible, que l'on puisse retrouver une vie normale, notre vie de tous les jours. Ma voisine Francesca travaille sur son ordinateur. Chimiste, elle s'est mise au télétravail. On a demandé aux employés dont la présence n'est pas indispensable de rester chez eux. On s'envoie les documents par mail avec mes collègues ou mes supérieurs. Et je dois tenir l'administration au courant des heures auxquelles je commence et j'arrête ma journée de travail. Je monte au 4e étage où je vais rendre visite à mon voisin et médecin traitant Danilo Nuccitelli. Entre, Gustave. Nous travaillons 18-20 heures par jour, mais pas en cabinet. On consulte par téléphone portable, par mail, par WhatsApp ou par tout autre moyen de communication utilisé par les patients. On les rassure, on les conseille. Ça me fait mal de ne plus pouvoir rencontrer mes patients. Les visites à domicile sont trop risquées, tant pour eux que pour nous, médecins. Si je soupçonne un cas de coronavirus, une unité spéciale répondant aux normes de sécurité les plus élevées ira les tester à leur domicile. Que conseilles-tu à tes patients ? Restez à la maison. Comme tous les élèves du pays, Tommaso et Caterina, les enfants de Francesca et Marco, passent leur journée dans l'appartement ou sur la terrasse, commune à tout l'immeuble. Qu'est-ce que le nouveau coronavirus a changé dans ta vie ? Beaucoup de choses. Au départ, j'étais content de ne pas avoir cours. Mais là, au bout de 5 jours, je m'ennuie profondément. Et en plus, je n'ai plus le droit de sortir et ça me gâche la vie. Je dois rester à la maison et apprendre sur mon téléphone. Il m'arrive de jouer aux jeux vidéo, mais ça devient répétitif et donc ennuyeux. Et pour toi, Caterina, comment ça se passe ? Dans quelques jours, les professeurs vont joindre tous les élèves sur FaceTime. Et on va avoir des cours virtuels en ligne. Elles vont nous présenter plusieurs matières nouvelles de façon totalement virtuelle. Jusqu'ici, on travaillait de chez nous et on recevait les documents via Internet. C'est l'occasion de vivre des moments cocasses. Hier, on a pris l'apéritif avec des amis, mais en ligne. C'était très drôle. Venez donc, vous êtes les bienvenus. Chez vous ou en ligne ? En ligne ? Non, je blague. Vous pouvez venir, on a déjà dû se transmettre le virus à l'heure qu'il est. Alors venez donc en personne. Entre-temps, le Barzilai a lui aussi jeté l'éponge et reste pour l'instant fermé. Ainsi va Rome, au temps du coronavirus.
Jeudi 8h30. En ce moment, trouver un taxi n'est pas un problème à Rome. Les chauffeurs subissent eux aussi les conséquences de l'épidémie. Quel est l'impact du coronavirus sur votre travail? On a beaucoup moins de clients. On doit attendre beaucoup plus longtemps entre deux courses. En moyenne 1 heure, 1 heure et demie. Et pourtant, la municipalité a déjà réduit de 1500 le nombre de taxis. Avec seulement 3 à 4 courses par jour, les pertes économiques sont faciles à calculer. Nous arrivons à la gare de Termini, l'une des plus grandes gares d'Europe. L'ambiance est assez inhabituelle. Nous sommes à la gare principale de Rome. En temps normal, des milliers de personnes arrivent ici le matin. Mais aujourd'hui, la gare est quasiment vide. Conformément aux dernières mesures prises par le gouvernement, les bars et les commerces sont fermés. Mais pour l'heure, les transports publics et les trains sont encore maintenus. C'est ici qu'ont lieu les contrôles. Tous les voyageurs et tous les passants doivent remplir cette autorisation. Ils doivent préciser les raisons de leur présence ici. Mario arrive de Pescara. L'hôtel dans lequel il travaillait jusqu'à présent a fermé. C'est pourquoi il veut rentrer chez lui, en Sicile. La situation est très calme et les gens respectent les consignes, heureusement. Par contre, ce qui m'embête, c'est que je n'ai pas réussi à trouver un masque. Ces marques qui ont été collées au sol indiquent la distance qu'il faut respecter dans la file avec les autres passagers. Vous allez où? À Florence. Une fois le contrôle passé, mon caméraman et moi, nous devons nous séparer car le gouvernement a appelé les Italiens à éviter tout déplacement non indispensable. Les trains reliant Rome à Milan sont bondés en temps normal, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Par haut-parleur, les passagers apprennent qu'ils peuvent s'installer où ils veulent, à condition toutefois de respecter les distances de sécurité. Dans le train, je rencontre Mauro, qui est arrivé hier par le dernier avion reliant Tirana à Rome. Hier soir, le gouvernement italien a mis en place un dernier vol pour les ressortissants italiens qui veulent quitter l'Albanie. J'ai voulu rentrer pour être moins loin de mes amis et de mes proches. Florence, première étape de mon voyage. La ville est quasi déserte, excepté les pharmacies et les magasins d'alimentation, tout est fermé. Florence ressemble à une scène de théâtre, sans acteurs. Nous poursuivons notre voyage, mais avant de quitter Florence, je tente encore ma chance dans la pharmacie de la gare. Hier, tous les masques de protection étaient en rupture de stock. Avez-vous été réapprovisionné? Oui, j'ai des masques dotés de filtres à charbon actif. Le problème, c'est qu'il nous les envoie au compte-gouttes. Je vais devoir aller chez mon fournisseur pour voir s'il peut m'en livrer davantage, afin que je puisse les mettre en vente ici. Ok, merci. Ça coûte combien? 8 €. Il ne me reste plus qu'à remplir en vitesse un laissez-passer au poste de police avant de pouvoir continuer mon voyage jusqu'à Bologne. C'est ici qu'est né il y a quelques mois le mouvement de protestation des sardines qui avait envahi la Piazza Maggiore. Et voilà à quoi elle ressemble aujourd'hui. Mattia Santori, l'un des 4 fondateurs du mouvement, fait une entorse à son confinement pour me rencontrer, en respectant bien sûr les distances de sécurité. On traverse une période très difficile étant donné que notre mouvement est né d'un besoin de rassemblement et d'union, mais on reste connecté grâce aux nouvelles technologies dont on dispose. D'une certaine manière, cet isolement, cette privation de liberté nous aide à mieux apprécier ce qui compte vraiment. Les contrôles à la frontière entre le Frioul et la Slovénie ont été rétablis. On n'a plus le droit de se prendre dans les bras. Les Japonais ne peuvent pas célébrer leur traditionnelle fête des cerisiers en fleurs. D'un point de vue anthropologique, je crois que toute cette histoire va nous faire du bien. Quelles leçons pouvons-nous en tirer? Que rien n'est jamais acquis et surtout qu'il est très difficile de combattre un ennemi invisible. Ces derniers jours, on se disait avec des amis que ce virus est similaire au changement climatique. Tant que tu n'en ressens pas personnellement les effets, tu ne fais rien pour le combattre. Il y a quelque temps à Bologne, avant que Giuseppe Conte ne prononce son discours alarmant,
Les gens ne se souciaient pas vraiment des mesures imposées par le gouvernement parce qu'ils ne percevaient pas le danger. Quand on se remettra de cette pandémie, il faudra se préparer à affronter le prochain ennemi invisible qui est déjà parmi nous et qui porte le nom de changement climatique. Et quand tout sera terminé, les Sardines n'hésiteront plus à réinvestir les grandes places italiennes pour célébrer la liberté. Je m'apprête à quitter Bologne en direction de Milan. Presque plus aucun train ne circule, à l'exception des trains régionaux et des intercités. Les lignes rapides ont été très fortement réduites. Le seul intercité qui permet de rejoindre Milan en 2h50 est prévu à 9h40. En temps normal, des trains à grande vitesse reliant Bologne à Milan circulent toutes les 10 à 15 minutes. Et le décor reste toujours le même, des wagons entiers sans passagers. Nous empruntons maintenant le pont qui traverse le Pô et quittons l'Émilie-Romagne pour entrer en Lombardie, la région italienne la plus touchée par le coronavirus, avec plus de 7000 personnes infectées. Samedi 14 mars, on comptait plus de 900 morts rien qu'en Lombardie. Votre attention s'il vous plaît, nous arrivons à Milan, terminus de ce train. La place devant la gare offre une image de désolation. Seuls quelques coursiers à vélo sillonnent les rues ou attendent de nouvelles missions. La plupart sont originaires d'Afghanistan ou de pays d'Afrique, comme Sam. On n'a presque pas de travail. En général, je porte un masque et des gants et je me lave toujours les mains. On doit faire attention. Nous sommes à la station de métro Milano Centrale. En temps normal, plusieurs milliers de personnes transitent ici chaque jour. C'est le centre névralgique de la ville. Quatre stations de métro plus loin, me voici en plein cœur de Milan. La Piazza Duomo est déserte. Des dizaines de pigeons s'amassent ici. Et on sent qu'ils sont déjà affamés, une image banale et inquiétante à la fois. Jusqu'à ce qu'elle arrive. Vous n'avez rien à manger? Tenez, voilà. Doucement. Une scène anodine qui me redonne de l'espoir. C'est la première fois que je viens ici. Hier, j'ai vu 2 pigeons morts. Les pauvres, ils n'ont plus rien à manger. Des amis m'ont dit, mais va donc leur apporter à manger. Du coup, je leur distribue du pain et du riz. Comment voulez-vous qu'ils survivent sans nourriture? Comment on ferait, nous, si on n'avait plus rien à manger? Milan, c'est aussi ça, au temps du coronavirus. Et soudain, je me sens un peu moins seul.